Bonjour à tous, veuillez m'excuser pour le retard. On va donc entamer cette deuxième session donc dédiée la quatrième maintenant dédiée à l'Égypte, donc en route vers la Nouvelle-Égypte et comment négocier la sortie de crise. Donc je me trouve en présence de Laure Grasy, donc responsable de la division Afrique du Nord et Moyen-Orient au ministère de l'économie et des finances, et également Victor Lequillerier, donc qui est dans les équipes de BPI France en tant que responsable d'études économiques et qui connaît parfaitement donc la géographie. Donc pour cette thématique, je vais aller très vite parce qu'on a perdu un petit peu de temps et je m'en excuse. Donc le marché égyptien qui a connu une crise financière en 2008, qui a eu des intervalles d'instabilité politique depuis la chute du président Moubarak. On voit du coup qu'il y a eu un retour de la stabilité politique depuis 2014 avec l'élection du président Sisi. Aujourd'hui, donc, la situation économique et financière a aussi été beaucoup marquée ces dernières années par des programmes de réajustement macroéconomique déployés par le FMI. Avec tous ces contextes et ces oscillations politiques et économiques, quelle est aujourd'hui la situation de l'Égypte? Donc pour commencer à en parler, j'invite donc Laure pour venir faire une présentation de cette sortie de crise et des opportunités en Égypte. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui parmi vous pour parler de ce beau pays qu'est l'Égypte. Alors pour remettre un petit peu juste en perspective, je m'arrête 2 minutes sur les missions qu'on a, nous, à la Direction générale du Trésor, au sein du ministère de l'économie et des finances. Donc je travaille au bureau des relations et partenariats économiques sur la zone Afrique du Nord et Proche-Orient. Et notre travail, c'est de coordonner et d'animer la relation économique bilatérale avec les pays de notre zone. Donc on va être en relation avec les bureaux métiers de notre direction générale, à savoir ceux qui s'occupent des outils à l'export, que certains connaissent peut-être, ceux qui s'occupent des politiques commerciales, ceux qui s'occupent du suivi macro, ceux qui s'occupent des multilatéraux. Et bien sûr, on est en étroite relation avec notre service économique sur place. Donc dans notre cas précis pour l'Égypte, Pascal Fourte et Anaïs Boitière et leur équipe, qui sont eux les vrais experts de la zone. Et aujourd'hui, je suis simplement un humble porte-parole. Et vous avez aussi Julien ici qui travaille au sein du bureau et qui suit plus particulièrement l'Égypte. Donc on sera à disposition aussi après pour les questions. Donc sur l'Égypte, si je dois résumer peut-être pourquoi aujourd'hui il y a une session spécifique à l'Égypte, parce que ce n'est pas le cas pour tous les pays de la zone, si j'ai bien regardé le programme, et pourquoi vous êtes ici, si on doit résumer très simplement, c'est une économie dynamique, c'est un marché en croissance, 105 millions d'habitants, c'est pas rien, et c'est un pays qui n'est pas très loin, proche de la France, et qui, d'un point de vue géographique, se situe quand même à la croisée de plusieurs continents. Je fais un pas en arrière. Donc Lana tout à l'heure a fait un historique. Je vais un petit peu moins loin. En 2016, donc je suivais pas la zone. Moi j'étais au Vietnam à l'époque, mais certains d'entre vous peut-être suivaient déjà. L'Égypte a été très proche du défaut de paiement et à ce moment-là, elle s'est retournée vers la communauté internationale et elle a fait un programme FMI. Donc le programme a été adossé à un agenda de réforme. Ça a permis de remettre les principales variables macroéconomiques du pays sur pied. Et effectivement, on le voit, en 2019, le pays a été remis sur pied. Pendant la crise Covid, l'Égypte a été le seul pays de la région à ne pas avoir de récession. Donc je vous ai mis ici les taux de croissance. On a eu 3,6 et 3,3, donc plus de 3% de croissance pendant la crise Covid. Je pense qu'il y a beaucoup de pays qui auraient aspiré à de tels résultats. Malheureusement, comme vous le savez tous, il y a eu d'autres chocs exogènes. On a eu la guerre en Ukraine, le bouleversement des marchés des matières premières. Et l'Égypte, qui est le premier importateur de blé au monde, a été touchée forcément par la hausse du prix des céréales, par les ruptures d'approvisionnement de ses principaux fournisseurs. Il faut savoir aussi que le tourisme est très important pour l'Égypte et que Russes et Ukrainiens font partie des principales nationalités. Donc elle a été également rudement touchée par l'impact de la crise ukrainienne. Donc s'il y a eu une remontée, 6,6 de croissance en 2021-2022, de nouveau, on a un ralentissement.
Donc l'Égypte n'a pas réussi à redonner confiance. Et il y a eu un autre programme, donc vous le savez tous, j'imagine, en décembre 2022, avec l'idée de pouvoir faire repartir le pays. 3 principaux piliers. Une flexibilité du taux de change, donc aller plus loin encore dans la flexibilité du taux de change, une poursuite de la consolidation budgétaire, la maîtrise du budget de l'État dans un pays dont la croissance est principalement tirée par les grands projets d'infrastructure et est un point très important. Et puis, en troisième, des réformes qui permettent de limiter l'empreinte de l'État qui aujourd'hui est très très présente dans l'économie pour le pays. Je m'arrête là pour l'image globale et je sais que Victor va rentrer dans le détail des mécanismes et opportunités économiques et financières pour parler de la France dans tout cela. La France est présente en Égypte. On est présent, on est diversifié. On pourrait l'être plus, on pourrait être plus présent. Donc vous avez ici quelques chiffres, parce qu'en étant de Bercy, on ne pourrait pas ne pas vous donner des chiffres précis. 200 filiales en Égypte, présentes dans tous les secteurs. Vous avez la construction, on a l'énergie, on a l'agroalimentaire, la pharma, les cosmétiques, la logistique, je pense avec CMA-CGM, on a manufacturier également, avec certaines entreprises qui utilisent l'Égypte comme un hub régional pour après rayonner sur la région. On est présent donc sur place avec des structures industrielles puisqu'on a un stock d'IDE et nos entreprises sont créatrices d'emplois. On a le chiffre de 50 000 emplois directs sur place, donc on a quand même une force de frappe. Ce que je disais, une présence diversifiée, un hub manufacturier et on a certains grands projets sur lesquels la France est présente et on utilise ces grands projets comme une vitrine de l'expertise française et du savoir-faire de nos entreprises vis-à-vis de notre partenaire égyptien. Et donc ici, vous avez de nouveau l'écosystème, Proparco, l'AFD, Business France et bien sûr le service économique qui est sur place. En termes de volume de nos échanges commerciaux, c'est satisfaisant. On était à 4,4 milliards en 2022. Mais ce ne serait pas honnête de vous dire ça sans vous donner un petit peu de contexte. On est seulement le 12e partenaire. Donc il y en a d'autres devant nous. Il y a la Chine, l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Allemagne, la Turquie, l'Italie, le Royaume-Uni. Donc on a encore une marge. Si eux peuvent avoir des relations plus conséquentes, nous également, on a une marge pour aller un petit peu plus loin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est mobilisé. On est mobilisé par rapport aux outils qu'on met en place. Donc certains d'entre vous connaissent peut-être la politique de financement export, les FASEP et les prêts du Trésor. En tout cas, sinon, c'est quelque chose qui est disponible sur le site. Puis on peut répondre à vos questions, bien sûr. Donc disponible au niveau des outils. Et nos autorités sont fortement mobilisées sur le pays. Donc là, vous avez quelques dates afin de mettre de manière concrète ce qui s'est passé. Mais notre ministre Bruno Le Maire s'est déplacé en 2021, en 2022. Vous voulez le faire en 2023, ça sera peut-être 2024, mais on est vraiment sur une dynamique, un déplacement par an. Le président de la République y est allé en 2019, il y est allé de nouveau en 2022. On a eu des visites en France, le président Al-Sisi qui est venu 2 fois en 2022, il était là en 2023 pour le nouveau pacte financier. Donc il y a vraiment une riche activité bilatérale, des échéances de haut niveau qui nous permettent de porter les messages pour développer la présence de nos entreprises et des échanges avec le pays. Je pense qu'il me reste juste 1 minute. Donc, je vais juste résumer en 1 minute en fait, les perspectives pour les entreprises françaises, puis j'y reviendrai avec plaisir par la suite. Lorsqu'on regarde le pays, effectivement, je parlais tout à l'heure de la confiance qui n'est pas totalement revenue. Je pense que c'est pour ça que l'atelier a ce titre-là également. Mais en regardant les chiffres, on a quand même une prévision de croissance de 4% pour l'année prochaine. Donc effectivement, il y a des doutes, effectivement, il y a de la prudence, mais les chiffres, 4%, c'est pas rien. Je parlais du marché de 105 millions de personnes, donc c'est un marché important. Je parlais des grands projets. La croissance égyptienne est toujours portée par la volonté publique de développer des grands projets d'infrastructure. Et donc ça, ce sont de grosses opportunités pour nos entreprises où on a un savoir-faire à mettre en avant.
Si je reviens sur le programme, ils ont déjà fait un programme FMI et ils l'ont déjà fait avec succès. Donc ça donne confiance également sur leur capacité à être en mesure de prendre les réformes qu'il faut, de prendre les décisions, même si elles sont dures, pour remettre l'économie sur pied. Et enfin, je le disais tout à l'heure, la position du pays stratégique à la croisée de 3 continents. Et l'Égypte a su aussi mettre en place les outils, les accords de libre-échange qui permettent de tirer le bénéfice de cette position géographique. Je vais m'arrêter là. Je vous pourrai en dire plus avec plaisir pendant les questions. Et je passe la parole à Victor. Merci beaucoup. Merci Laure. Donc je reviens aussi un tout petit peu sur le contexte égyptien parce que malheureusement la conjoncture n'est pas forcément très porteuse en Égypte, ce qui ne les empêche pas d'avoir un taux de croissance qui est quand même assez élevé, donc c'est ce qui peut paraître un peu paradoxal. Ce qu'il faut avoir en tête, et ici c'est ce qui est présenté avec ce slide, c'est qu'il y a un point clé en ce moment en Égypte et qui va être un point clé pour la suite et pour aller vers une croissance beaucoup plus équilibrée et un peu plus forte durablement, c'est l'inflation. C'est qu'à partir du moment où il y a une inflation très élevée, je pense que vous êtes tous au courant ici, on le voit déjà en France avec un niveau d'inflation qui n'a rien à voir pour autant avec le niveau en Égypte, mais que ça a des impacts assez forts sur notamment l'activité économique et le pouvoir d'achat. En Égypte, il y a d'autres dimensions à prendre en compte, c'est qu'à partir du moment où vous avez une inflation élevée, ça peut avoir des impacts négatifs sur vos enjeux en termes de risque souverain ou aussi en termes de vulnérabilité externe. Et ça se concrétise par des capacités limitées pour l'État à refinancer sa dette, et donc du coup sa capacité limitée aussi à soutenir le pouvoir d'achat durablement, en tout cas sur une partie plus large de la population. Et il y a en fait une sorte de défiance qui peut s'instaurer vis-à-vis de l'Égypte actuellement parce qu'ils sont dans une position assez inconfortable et qu'on essaye de voir en fait quels seraient les éléments clés qui permettront de proposer des solutions. Alors, c'est pour ça que je vous propose ici un schéma qui va vous paraître peut-être un petit peu compliqué, mais en fait qui permet de justement voir quels sont les mécanismes en action en Égypte qui pourraient permettre et espérer de sortir de la crise. Donc en fait là c'est très simple, c'est un peu la forme d'un carré. Dans ce carré il y a un triangle avec ces trois pointes, l'inflation, la stabilité de la devise et le programme de privatisation, et tout ça pour engager un cercle vertueux. C'est un peu ce qu'il faut avoir, le carré, le triangle et le cercle. Comme je vous le disais, à partir du moment où on va avoir une baisse de l'inflation, ça va être beaucoup plus... ça va être un peu un des éléments déclencheurs, même si aujourd'hui, à ce stade, les perspectives d'inflation pour la fin d'année ne sont pas forcément très bonnes parce qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes, notamment sur l'accord sur le grain avec l'Ukraine, sachant que l'Égypte importe beaucoup de céréales et de blé, et ça on sait que ça a un impact direct sur le prix les prix alimentaires, et c'est ça qui alimente l'inflation en Égypte. À partir du moment où on aura en fait une sorte de désinflation qui va s'installer, parce que l'inflation c'est calculé d'une année sur l'autre, à partir du moment où on a des prix qui n'augmentent plus, du coup l'inflation baisse automatiquement, ça va permettre en fait de libérer des marges de manœuvre pour la Banque centrale pour baisser les taux. Parce qu'à ce moment, les taux d'intérêt ils sont très élevés en Égypte, et ça a un impact fort tant sur l'accès au crédit c'est un impact fort sur l'activité économique parce que le renchérissement des coûts de financement a un impact assez fort, alors même que le pays souhaite développer en tout cas le développement du secteur privé au niveau de l'investissement. Donc à partir du moment où vous avez simultanément une baisse de l'inflation qui se coordonne avec une accélération du programme de privatisation, tout un tas de mécanismes vont se mettre en place. Sur le programme de privatisation, l'objectif c'est quoi ? C'est que l'Égypte fait face à une pénurie de devises depuis un long moment et sujette régulièrement à des problèmes de pénurie de devises et de crise de balance des paiements, et qui se sentent aussi obligés de renforcer leur attractivité, et ça passe notamment par une privatisation de certaines entreprises publiques dans le secteur des télécoms, dans le secteur du tourisme, dans la chimie ou même dans l'énergie. Et en fait, ce programme de privatisation, ça fait longtemps qu'il essaye d'être déployé. Il fait face à de nombreux écueils qui font que, notamment en termes de problèmes de due diligence, ça patine un petit peu. Mais l'objectif, c'est vraiment en fait, de suivre les recommandations du FMI, de renforcer le secteur privé dans cette économie-là pour essayer d'attirer des capitaux et pour essayer d'enclencher une forme de croissance qui ne repose plus qu'exclusivement sur le soutien public et sur la consommation privée, mais aussi sur une capacité à investir et du coup de se projeter dans l'avenir et ne pas juste dépendre des dépenses publiques sur des projets essentiellement tirés par les infrastructures, parce que la construction de la nouvelle capitale en Égypte prend fin et qu'il va falloir dégager des nouveaux potentiels de croissance à partir de l'investissement. Donc là, il y a un objectif, c'est de lever 5 milliards supplémentaires de dollars
d'ici la fin du premier semestre 2024. Et en fait, à partir du moment où il y aura ce programme de privatisation qui va se mettre en place, il y a plusieurs champs d'action qui rentrent en compte. Le premier, il est assez naturel, c'est qu'il va y avoir des investissements directs étrangers qui vont venir en Égypte. Là, c'est surtout des pays du Golfe qui sont intéressés pour prendre des parts dans des entreprises publiques qui sont aussi parfois gérées par l'armée en Égypte. À partir du moment où il y a des flux d'idées qui rentrent dans le pays, ça permet en fait de renforcer les réserves de change et à partir du moment réduire temporairement au moins les problèmes de pénurie de devises et offrir du coup plus de marge monétaire à la Banque centrale. Parce que pourquoi la Banque centrale, elle n'a pas forcément beaucoup de marge de manœuvre, parce qu'elle doit augmenter les taux, il y a l'inflation, il y a des risques de dévaluation, c'est qu'à partir du moment où elle a beaucoup plus de réserves de change, elle est peut-être un peu plus confortable pour intervenir sur le marché d'échange et pour éviter que la devise se déprécie fortement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est que tout est relié à cette capacité en fait, à assurer à ce que la devise égyptienne puisse être stable dans le temps. Donc là, on est dans une configuration où à partir du moment où le programme de privatisation va pouvoir générer des recettes en devises, on va en même temps avoir une probable dévaluation de la devise égyptienne. Parce que le système il n'est pas tenable. Au vu du niveau de réserve actuel et au vu du niveau d'inflation, le pays ne peut pas en fait, faire sans une prochaine dévaluation avant de rentrer dans un régime de change un peu plus flexible. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Et à partir du moment où vous aurez l'inflation va baisser, il va y avoir une pause dans le cycle de hausse des taux d'intérêt, voire qu'il puisse baisser parce que l'inflation le permet et qu'en même temps la stabilité de la livre égyptienne est assurée, il va y avoir en fait une perception différente de l'Égypte. C'est-à-dire qu'il va y avoir une hausse de la confiance des investisseurs et cette hausse de la confiance des investisseurs elle va permettre d'avoir une vision un peu plus positive, notamment sur les perceptions du risque souverain. C'est particulièrement important en Égypte parce qu'il y a une dette qui représente, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est quasiment proche de 100% du PIB et que ça actuellement c'est alimenté par des taux d'intérêt qui sont toujours plus élevés. Donc on comprend bien en fait la nécessité de réussir en fait à combiner d'actionner ces deux parties-là du carré pour ensuite que tout ce mécanisme puisse se mettre en place. Et en fait, ça permet d'offrir plus de marge monétaire pour la Banque centrale et donc potentiellement baisser les taux et du coup soutenir l'investissement privé et le crédit. Et par ailleurs, peut-être aussi offrir plus de marge budgétaire parce qu'en Égypte, le poids en fait, du soutien public est important. Et à partir du moment où il y aura des marges fiscales qui vont être dégagées parce que leur privatisation d'entreprises publiques va générer des recettes publiques via les retombées financières et qu'une baisse des taux d'intérêt va permettre en fait, d'alléger la charge de la dette publique. Et ça, en fait, ça va amener à avoir plus de marge budgétaire. Donc soit il va y avoir un cycle de désendettement qui va être mis en place et qui va envoyer un message positif, un signal positif encore auprès des investisseurs étrangers, ou ça va permettre de dégager plus de marge, et c'est ce que fait l'Égypte depuis maintenant, son programme FMI depuis 2016, c'est qu'il y a le programme Takaful Karama qui permet justement de recibler en fait, les aides publiques sur les personnes les plus vulnérables et d'essayer de soutenir toujours ce pilier important qu'est la consommation privée. Donc voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est ce carré, ce triangle et ce rond, ce cercle qui permettront de sortir l'Égypte de la crise. Et on en aura probablement un peu plus de visibilité au cours du premier trimestre 2024, en tout cas on l'espère, sur le montant de la dévaluation qui va être mis en place et sur les capacités en fait, du pays à sortir de ces problèmes qui sont d'ordre structurel pour continuer à avoir une croissance toujours élevée et essayer du coup d'actionner certains leviers pour renforcer l'attractivité parce que c'est un pays qui essaye de redorer un peu son blason, tant auprès des pays du Golfe qui ont des mannes financières très importantes et qui sont très intéressés par notamment des secteurs qu'on parle moins, mais comme les fintech qui prennent un vrai essor en Égypte. Et donc voilà, c'est ce qu'il faut avoir en tête et que ça sera un défi et qu'on en saura beaucoup plus au premier semestre 2024. Voilà, je laisse prendre le relais. Merci beaucoup Victor, merci beaucoup Laure. Avant de commencer la session de questions-réponses avec l'auditoire, je voulais juste vous adresser une question chacun pour rebondir sur vos propos. Je reviens sur toi Victor, concernant les entreprises publiques et leur ouverture du capital dont on parle beaucoup sur ce marché puisqu'elles ont un poids très important. Est-ce que tu peux nous dire si on voit des secteurs où l'ouverture serait plus faisable et surtout auquel cas lorsqu'elle est possible, quels sont les blocages les éléments qui peuvent ralentir le processus d'ouverture du capital ? Effectivement, il y a beaucoup de secteurs qui sont ouverts aux investissements privés, notamment le secteur de l'immobilier, de la construction, la chimie, les télécoms, l'énergie.
Et dans ces secteurs-là, et après il y a des distinctions à voir parce qu'il y a aussi certains secteurs où l'État ou l'armée, parce qu'en fait la privatisation elle concerne les deux entités et que le poids de l'armée en Égypte, le poids économique est vraiment important et qu'il y a quand même pas mal de perspectives, notamment aussi dans tout ce qui est dans l'éthique, tout ce qui est communication, aussi dans le secteur de la pharmacie, mais où là le retrait de l'État va être beaucoup plus progressif. Actuellement, en fait, les problèmes ils portent sur la capacité en fait, à évaluer les actifs de l'État, et ce qui n'est pas forcément évident parce qu'il y a ce contexte où on sait qu'il va y avoir une dévaluation et on a du mal du coup à évaluer la valeur des actifs sur un temps un petit peu plus long. Et il y a aussi d'autres considérations qui sont à prendre en compte, c'est que l'accès au foncier est un problème qui est régulièrement cité par les institutions multilatérales et qui, justement, on attend à ce que l'Égypte essaye de faciliter l'accès au foncier et ça pose pas mal de problèmes, notamment sur la valorisation des actifs, de certains actifs détenus par les militaires. Et ça, du coup, ces deux paramètres-là sont des facteurs qui sont un petit peu bloquants à ce stade. Il y a déjà eu des privatisations qui ont réussi avec un certain succès cet été, près de 2 milliards de dollars qui ont été, de participation qui ont pu être privatisées. Mais voilà, c'est bien, malheureusement, ça prend un peu plus de temps que prévu, mais on a une forte volonté, notamment des pays du Golfe, à investir. Ils s'engagent pour près de 27 milliards de dollars sur 5 ans, et c'est ce qui va permettre justement d'accélérer ce process. C'est pas quelque chose de nouveau, hein, les privatisations en Égypte, c'est régulièrement, tous les 20 ans, on assiste à ce type de politique, mais là, il y a vraiment une vraie volonté pour dégager beaucoup plus de marge financière. Donc, beaucoup plus positif. Merci beaucoup, Victor. Et Laure, si je peux me permettre de revenir vers toi, savoir un petit peu, notamment parce qu'on a potentiellement des entreprises françaises qui sont présentes, ou même des conseillers des banques qui gravitent autour d'entreprises françaises. Est-ce que tu peux revenir peut-être en détail sur les perspectives des entreprises françaises en Égypte, que ce soit grands comptes ou PME, mais voilà, quelle est votre lecture que vous avez au ministère de l'économie et des finances ? Merci beaucoup, Lana. Oui, du coup, je remets le slide sur lequel je suis passée assez rapidement. Et donc, j'avais juste mentionné les principaux points. Mais c'est vrai qu'on se concentre sur les forces et sur les opportunités que représente le marché égyptien. Donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, hein, le marché de 105 millions de personnes, la porte d'entrée sur l'Afrique. Donc là, les opportunités sur les grands projets également, on en a parlé, Victor l'a repris, c'est vraiment une volonté politique aussi d'avoir des gros développements d'infrastructures. D'un point de vue franco-français, on a une qualité de la relation bilatérale, ça aussi j'espère vous avoir fait passer le message. Les secteurs également, donc Victor vient d'en parler un petit peu, les secteurs sur lesquels l'Égypte est dynamique sont des secteurs dans lesquels on a des entreprises qui ont un fort savoir-faire et une expertise et qui est reconnue. Donc on a nos points d'entrée aux différents ministères techniques et on est capable d'aller promouvoir l'expertise française. Les points sur la croissance, on en a parlé. Un point important sur le soutien financier de la communauté internationale. Et là, je vous en parle aussi en tant que responsable de la zone où on a d'autres pays où cet ancrage avec la communauté internationale n'est pas aussi présent. L'Égypte a fait le choix de faire un programme FMI. Les pays du Golfe, même si le paradigme a un petit peu changé et sont toujours présents, ont une volonté d'investir. La différence, c'est peut-être qu'ils sont un peu plus exigeants en termes de retour. Ils attendent un retour sur investissement de ce qu'ils font, mais ils sont présents. Donc ça, c'est vraiment parmi les forces. Les accords de libre-échange, j'en ai parlé. En les faiblesses, si je dois en donner juste quelques-unes, le poids de la dette publique, on en a parlé. Et justement, il faut que l'Égypte soit en mesure de prendre les mesures nécessaires pour le redressement, même si c'est coûteux. Un point que je n'ai pas mentionné, la faiblesse de l'appareil exportateur et industriel. C'est-à-dire que l'Égypte, pour l'instant, se focalise sur certains, et surtout concentré sur des secteurs tels que la construction, tels que l'immobilier, le commerce de gros. C'est difficile de monter en gamme. Et donc, ça reste principalement pour la demande intérieure. Et donc là aussi, c'est peut-être une limite par rapport à l'économie du pays pour pouvoir se développer vers l'extérieur et avoir cet apport de devises que tu mentionnais tout à l'heure.
Et de manière un petit peu liée, la forte dépendance vis-à-vis de rentes traditionnelles. Donc on a l'Égypte qui est fortement dépendante des transferts de la diaspora, qui représente jusqu'à 10% du PIB du pays. Donc c'est énorme, les Égyptiens qui sont à l'étranger et qui envoient leurs remittances. Le canal de Suez, qui est une forte source de revenus pour l'Égypte, et le tourisme, j'en ai parlé. Les vigilances, peut-être le caractère, si je devais donner un point, le caractère peu inclusif de la croissance. On a vraiment une montée de la paupérisation. Les classes les plus pauvres sont encore plus pauvres. Et c'est quelque chose qui malheureusement s'aggrave dans le mauvais sens. Donc lorsqu'on est sur une économie qui repose principalement sur la demande intérieure, encore une fois pour faire le lien avec ce que tu disais, tous les programmes de filets sociaux et de soutien du gouvernement pour pour diminuer en fait et pour avoir une croissance plus inclusive sont les points d'attention. Très bien, merci à vous deux pour avoir répondu à ces questions. Je vous propose d'ouvrir la séance de questions-réponses. Donc on a 15 petites minutes devant nous. Donc on a Soukaina, donc étudiante à l'ESCE, qui va vous faire passer le micro. Mais donc commençons. Est-ce qu'on a déjà une première question à adresser à nos intervenants ? Ouais, je voulais savoir si les efforts que fait le gouvernement égyptien vont être en fait suffisants pour stabiliser l'Égypte de votre point de vue. Pour moi, c'est autant partagé entre la Banque centrale et les autorités publiques. Et c'est ce qu'on voyait sur le schéma tout à l'heure. C'est que on sait que de toute façon, il va y avoir une dévaluation parce que le régime de change, il ne peut pas être assuré en tant que tel. Et c'était déjà le problème en 2016. Et là, on a l'impression qu'il y a une reproduction. Alors même que les sources actuelles d'entrée de devises, que ce soit les transferts de la diaspora, le canal de Suez et le tourisme, ils atteignent des niveaux très élevés. Et malgré tout, en fait, ils n'arrivent pas à assurer en fait, une pérennité de leurs réserves de change sur la durée. Et que malheureusement, en fait, il faut changer de régime de change, sauf que c'est très coûteux pour la population. On le voit, hein, la dévaluation alimente considérablement l'inflation. Il y a un pass-through vraiment qui est très important. Et cette capacité justement à harmoniser, à essayer de dégager des sources financières un peu supplémentaires via la privatisation, c'est ce qui va permettre d'entrer dans une nouvelle phase où la dévaluation va pas être aussi forte que possible et éviter que ça génère plus d'inflation. On a beaucoup d'incertitudes sur le timing parce que pour l'instant on n'a pas de visibilité et on sait qu'il va y avoir une dévaluation, mais on ne sait pas du tout la temporiser, savoir à quel moment elle va avoir lieu. Et c'est vrai qu'il y a un certain lot d'inquiétudes et que ces inquiétudes-là, en fait, elles existaient déjà auparavant. C'est que dans le précédent programme FMI, il y avait en fait des incitations à ce que l'Égypte aille plus loin dans sa libération du régime de change. Et ça n'a pas forcément été fait, et c'est peut-être parce que c'est peut-être une étape qui n'était pas encore forcément accessible pour l'Égypte, et du coup on peut avoir des incertitudes fortes sur cet aspect-là. Mais globalement, ce qui est plutôt positif, et c'est ce que tu mentionnais tout à l'heure, c'est qu'il y a une perception en fait, de l'Égypte qui est assez positive, notamment notamment par le FMI, qui reconduit des programmes, et on arrive à se rendre compte que l'Égypte est en mesure de faire des réformes assez ambitieuses et d'atteindre des cibles, notamment au niveau des finances publiques. Et ça, généralement, c'est une perception, ça offre des perspectives et ça a une perception assez positive de par les financeurs multi et bilatéraux, et que ça, en fait, ce gage de confiance-là, il est source de stabilité à plus long terme. Et au-delà de ça aussi, ce qu'on peut voir en Égypte, mais aussi de manière générale au Proche-Orient, c'est que le fait de la proximité de l'Égypte, notamment avec les Émirats arabes unis et surtout l'Arabie saoudite, ça fait un peu comme s'il y avait des prêteurs en dernier ressort qui, justement, si l'Égypte était dans une situation trop critique, ça arrive aussi en Jordanie, c'est que ces pays-là puissent intervenir, soit via des transferts de dépôts auprès de la Banque centrale, soit des prises de participation dans des entreprises, soit des dons. Il y a toute forme en fait, de type d'action d'aide par ces pays-là et qui permet justement à l'Égypte peut-être d'affronter plus sereinement cette réforme importante qui est celle de libération du régime de change. Bonjour, je voulais savoir, dans le cadre de la restriction à l'accès à la devise, quelles sont les entreprises, comment sont priorisées les entreprises pour pouvoir avoir un accès ? Je ne crois pas avoir des éléments très tangibles à vous fournir. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a ces problèmes de pénurie en devises qui touchent le secteur bancaire font qu'il y a des limitations, il y a un fort contrôle d'échange et que notamment il y a des stocks de produits dans les ports qui sont hyper importants et qui créent des pénuries localement et qui alimentent l'inflation. Et que pour l'instant, malheureusement, ces questions
Et alors, il y a certains produits qui sont prioritaires, notamment sur tout ce qui est alimentaire, parce que c'est un pays qui importe, c'est le plus gros importateur en termes de volume de céréales au monde. Donc il y a certains produits de ce type-là qui sont prioritaires, mais pour l'instant, on ne voit pas beaucoup d'amélioration. Et ça, c'est très visible, notamment sur l'appréciation du stock dans les ports. Et que tant qu'il n'y aura pas en fait, de solutions qui seront trouvées sur le plan de programme de privatisation, on a du mal à voir comment il pourrait y avoir des entrées de devises qui vont permettre justement d'accélérer ce processus on retire le contrôle d'échange. Après, il y a des indicateurs qui sont qui vont dans un sens un peu positif, c'est qu'il y a un type de réserve de change qui s'appelle les réserves de type Tier 1, 2 en Égypte, et qui sont en fait les types de réserves dont s'appuie la Banque centrale pour essayer de faciliter les opérations de change, et que là où elles étaient quasiment arrivées à zéro il y a 6 mois, elles sont en train de se reconstituer, et ça laisse une toute petite pointe d'optimisme à court terme pour se dire que peut-être que l'Égypte est en train de reconstituer ses réserves progressivement, et que ça pourrait permettre justement de lever son contrôle d'échange et espérer que ça puisse s'attendre à de plus en plus de produits. Ça rejoint un tout petit peu ce que vous venez de dire. Du moment où il y a un manque énorme en réserve de devises, il y a une liste prioritaire auprès de la Banque centrale pour payer les produits de première nécessité. Est-ce que ceci ne peut pas présenter un frein pour les investissements étrangers et pour la participation des entreprises internationales dans des appels d'offres internationaux, sachant que après, ils ne pourront pas remonter effectivement le revenu en devises. Ils sont obligés de convertir ça en livres égyptiennes et dépenser ça en livres égyptiennes malgré le fait qu'ils ne le souhaitent pas. Donc, comment vous voyez les choses par rapport à ça ? C'est comme sur le schéma, en fait, effectivement, tout est interconnecté et on a du mal. On sait que la solution, elle viendra soit de la réduction de l'inflation, soit de ce problème de privatisation. Et tant qu'on n'a pas de résolution sur ces aspects-là, malheureusement, en fait, il n'y aura pas de capacité à ce que la Banque centrale ait plus de marge et puisse du coup disposer de ses réserves comme elle le souhaite et que puisse approvisionner le secteur bancaire. Et que malheureusement, là, ça apparaît pas dans ce schéma-là, mais le secteur qui est le plus touché par ça actuellement, c'est le secteur bancaire. Et effectivement, ça envoie un message plutôt négatif. Ça n'a pas empêché cet été qu'il y ait quand même des programmes de privatisation qui réussissent. Et là où ils tendent à être assez ralentis, c'est pas forcément que sur ces considérations-là, mais c'est plus sur des considérations de notamment l'évaluation des actifs par rapport notamment aux actifs fonciers. Mais malheureusement, en fait, c'est ce que je vous disais, c'est qu'on espérait déjà il y a 6 mois que la situation soit débloquée autour du 3e trimestre 2023 et finalement on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Et en plus de ça, on a des craintes que l'inflation finalement augmente parce qu'il y a ce phénomène sur la dévaluation et en plus il y a tous ces enjeux sur l'énergie qui vont reprendre et en plus sur le blé. Donc malheureusement, on n'a pas en termes de timing, c'est très difficile à voir. Mais je laisse peut-être Laure compléter. Je voulais juste rebondir sur ce que disait Victor tout à l'heure sur la temporalité, parce que forcément c'est un frein et forcément les gens sont en attente en fait. Ce qu'on voit depuis 1 an, c'est que les gens attendent. Il y a une dévaluation, Quand est-ce que ça va atteindre le plafond où je vais pouvoir investir et je vais pas perdre dans mon investissement? Il faut peut-être avoir en tête aussi qu'en décembre, il va y avoir les élections. Donc ça, forcément, c'est un contexte. Et peut-être qu'après, les mesures, comme le disait, les mesures qu'il faut prendre, je pense qu'elles sont connues. Ça va être vraiment le tempo, comment elles vont être mises en place et comment ça va pouvoir débloquer tout ça. Mais après, ça reste un contexte compliqué, on est bien d'accord. Juste pour rebondir, parmi les leviers possibles, vous citiez l'augmentation des taux d'intérêt. On sait qu'il y a joué sur la liquidité, montant de liquidité, mais l'augmentation des taux d'intérêt renchérit donc potentiellement le coût du financement et donc on risque d'arriver à une stagflation. Est-ce que c'est véritablement ici un levier qu'on peut considérer dans le contexte actuel? Et est-ce que finalement ça nous remet pas, ça fait porter en tout cas les scénarios de sortie essentiellement sur l'obtention de liquidités via la privatisation ou tout autre programme? C'est ma question. Je pense que je suis mal exprimé parce qu'en fait actuellement les taux d'intérêt ils augmentent. L'objectif c'est de combattre l'inflation. Ouais. Mais que
Oui, bon après, avec plus ou moins d'efficacité, c'est un débat qu'il y a aussi en zone euro. Enfin, c'est qu'initialement, c'est des chocs d'offres qui ont provoqué une inflation élevée, sauf que maintenant en Égypte, il y a d'autres mécanismes qui sont rentrés en compte. Et là, on a vraiment une banque centrale qui est très restrictive et qui, pour l'instant, devrait probablement augmenter ses taux d'intérêt en perspective de la dévaluation. Après, c'est plus l'idée ici, c'était plus de dire que comme ce phénomène pèse sur les capacités, les taux d'intérêt réels en Égypte, ils sont négatifs. Donc du coup, ça veut dire que votre potentiel d'attractivité pour attirer des financements extérieurs, elles sont limitées parce que vous ne proposez pas des rendements qui sont très intéressants parce qu'effectivement, après, il faut convertir ce que vous avez en devise locale et là, vous êtes forcément perdant. Donc non, c'est plus l'idée de se dire, ici, l'idée, c'était plus de dire qu'une baisse de l'inflation va permettre justement de mettre une pause et va permettre de baisser les taux et que ça, c'est davantage sur la capacité à réduire la charge de la dette publique et à essayer de justement remonter les taux d'intérêt réels et se montrer plus attractif pour les investisseurs étrangers qui va permettre de générer un cercle vertueux. Parce qu'actuellement, effectivement, c'est une nécessité de maintenir une politique monétaire très restrictive et d'avoir des taux élevés, mais on sait très bien que ça a un impact sur l'activité économique via le marché du crédit, via l'accès à la liquidité, et que ça a aussi un impact, c'est que la dette publique égyptienne, elle est certes détenus par des résidents, mais les résidents, pour les intéresser à acheter de la dette égyptienne, généralement, ce que ça implique, c'est qu'ils demandent des taux toujours de plus en plus élevés, à des maturités beaucoup plus courtes, et ce qui expose en fait un risque de refinancement, et ça pèse sur la capacité de l'État à faire davantage. Il y a des projets pharaoniques, des projets dans les infrastructures, mais il faut aussi soutenir une population qui malheureusement a un pouvoir d'achat très faible et qui est directement affectée par l'inflation. 40%, vous l'avez peut-être en tête, hein. En août dernier, 40% d'inflation. En glissement annuel. Pardon, oui. Alors moi j'aurais une question qui porterait sur l'adhésion, enfin la volonté et l'acceptation de l'adhésion de l'Égypte au groupe des BRICS. Quel serait l'impact éventuel sur ça? Alors, moi, je suis très partagé sur cet élargissement des BRICS, que j'ai l'impression qu'à ce stade, c'est un peu un coup de com' et qu'il n'y a pas forcément grand-chose de nouveau. Et c'est vrai qu'on a été un peu surpris de voir en tout cas, moi, pour ma part, j'ai été surpris de voir que l'Égypte faisait partie de l'élargissement, alors que d'autres pays, avec des beaucoup moins fragiles, n'en font pas partie. Et que c'était... Enfin, je suis pas sûr que l'Égypte ait un gros potentiel à tirer de cet élargissement des BRICS. Et pour moi, l'élargissement des BRICS, c'est plus d'engager la réflexion sur se dire, en fait, il faut trouver des alternatives de financement en dollars et que du coup, il y a une espèce de groupe qui se crée autour de la Chine et des possibilités de financement en yuan. L'Égypte est déjà assez intégrée dans ce qu'on appelle les nouvelles routes de la soie et que c'est un peu pour renforcer en fait ces liens financiers et commerciaux entre les pays de cette zone-là. Mais je suis pas sûr que l'Égypte, au vu de son faible potentiel à l'export, parce que l'Égypte, là, ce qui est sur le secteur sur lequel il se positionne actuellement, c'est tout ce qui est au niveau du gaz et qui permet de générer des recettes assez importantes, mais ils n'ont pas un potentiel à l'export énorme et que c'est plus une sorte de... c'est dans l'air du temps. La Chine prend un poids économique mondial plus important et l'élargissement va dans le sens de créer une espèce de communauté où on espère qu'il y aura beaucoup plus de financement dans une devise qu'on espère stable, et, en tout cas dans le renminbi. Mais je ne suis pas sûr que pour l'instant, j'ai l'impression que c'est plus des aspects de communication que vraiment un gage de source de financement ou que ce soit par les échanges par rapport aux investissements. Mais j'ai peut-être une vision très pessimiste de l'élargissement des BRICS, mais j'ai l'impression que pour l'instant, c'est beaucoup de communication et que il y a des pays comme l'Éthiopie, comme l'Égypte ou comme l'Argentine, on s'est dit mais pourquoi ces pays-là et pourquoi il n'y a pas par exemple le Maroc, pourquoi il n'y a pas plus de pays asiatiques, c'est un peu surprenant. Si ce carré magique ne se réalise pas, pensez-vous que l'Égypte peut être en défaut de paiement? Pour l'instant, quand on regarde les indicateurs financiers, c'est vrai qu'on a une dynamique où on a l'impression que le risque de défaut de paiement il est de plus en plus probable. Après, moi, comme le précisait Laure, c'est un pays qui est en mesure de faire des réformes qui sont structurelles très rapidement. Parfois au détriment de son économie, de sa population, mais que l'Égypte semble disposer, et c'est leurs engagements vis-à-vis du FMI. Moi, j'ai du mal à imaginer qu'à aucun moment ce carré ne se mettent pas en place. C'est juste la question du timing. Et plus on attend, effectivement, plus ça devient risqué. Après, le défaut de paiement, il n'est pas forcément perçu de la même manière parce que, comme je vous le disais, la dette, elle est surtout détenue
par des acteurs locaux et il y aura moins en fait de répercussions pour les acteurs privés. Donc du coup, il n'y a pas forcément ces mêmes inquiétudes qu'on peut avoir par rapport à d'autres pays qui sont beaucoup plus endettés par rapport au marché extérieur. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'on ait eu des défauts de paiement d'entreprises publiques ou des arriérés de paiement qui s'accumulent et qui, en tout cas, moi, ça fait pas partie du scénario central qu'on a quand on parle de l'Égypte d'avoir un défaut de paiement. Et je vais partager ce que tu dis. Je pense qu'on est sur une économie résiliente, ils l'ont montré. Ils ont la capacité de faire les mesures. Il faut juste qu'ils le fassent au timing qu'ils ont décidé. Et évidemment, il y a un environnement international, il y a des contraintes, mais on est plus sur la question de la temporalité, quand est-ce que ça va se passer, plus que sur des scénarios négatifs qu'on souhaite tous éviter. Il faut que ce carré magique se fasse. Je pense qu'on partage tous ce point-là. Et peut-être, oui, et en complément, et c'est vrai que quand on a un investisseur, alors l'Égypte c'est particulier parce que les investisseurs qui sont intéressés pour faire des placements financiers qui ont une vision très court-termiste, c'est ce qui fait qu'ils attirent beaucoup de flux financiers volatiles. Ça, malheureusement, l'Égypte est moins en mesure de les attirer parce qu'ils ont des rendements, proposent des rendements réels négatifs. En revanche, c'est une économie hyper dynamique. Et c'est comme un pays comme la Turquie, on a toujours des inquiétudes parce qu'ils ont une inflation très élevée, ils ont des fragilités. Mais c'est des pays qui suscitent, en fait, pour des investisseurs qui sont une perspective plus structurelle, qui présentent un potentiel de malade parce que effectivement, c'est des marchés, c'est 105, 109 millions d'habitants. Il y a des perspectives, notamment sur la législation de l'économie, qui va pouvoir, en fait, des nouvelles activités de services qui pourront être mises en place. Et que ça, en fait, ça envoie un message très positif, c'est que c'est des économies résilientes et qui sont capables, même quand il y a des récessions économiques mondiales, avoir de la croissance. Et ça, c'est quelque chose qui, pour les investisseurs, nécessairement intéresse et qui est aussi porteur d'un message d'espoir pour un pays comme l'Égypte. Et si je peux me permettre de rebondir avec... alors c'est écrit en petit, mais sur les grands projets, parce que un des points caractéristiques de l'Égypte aussi, c'est qu'elle a une vision. C'est que sur différents sujets, elle se positionne et elle se donne les moyens de réussir sa vision. On a des personnes très très compétentes au niveau des autorités. Et là, je vous avais mis simplement quelques exemples dans le secteur des énergies renouvelables. Vous avez en tête Benban, qui est une des plus grandes centrales solaires au monde. Ils l'ont fait, elle est là, elle existe. Sur l'hydrogène, il y a eu un énorme appel d'air lors de la COP où ils ont été capables de générer un nombre très important d'accords avec des acteurs qui s'engagent. Donc après, effectivement, le taux de transformation ne sera pas 100%, on est d'accord. Mais il y a vraiment une capacité à faire et une capacité à transformer. Donc là, je parlais du secteur de l'énergie, le secteur de l'eau. Toute la zone est en stress hydrique et il y a vraiment une réflexion pour trouver et faire les investissements nécessaires qui permettront de fournir l'eau à l'économie. Et le secteur des transports également, dont j'avais parlé, le secteur portuaire, aéroportuaire. Il y a vraiment beaucoup de secteurs sur lesquels l'Égypte se positionne et se donne les moyens de ses ambitions. Formidable. Il nous reste 20 secondes, donc on a tenu dans les temps. Merci infiniment à Victor et à Laure pour vos interventions et surtout pour avoir répondu de manière très, très détaillée à toutes les questions. Écoutez, merci à vous. Je pense qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci. Et puis, je vous laisse réseauter avec nos intervenants si vous le souhaitez.